Smart Philo avec Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes comme philosophe en entreprise, parce que c'est Absolument, important. j'insiste. Vous n'êtes pas seul face à vos livres et à vos auteurs. Non. Vous allez parler, communiquer avec ce livre. Alors évidemment, qui fait le lien avec la chronique qu'on va découvrir dans quelques instants. Homo Informatics. C'est une histoire peuplée de chiffres, de raisonnements et d'ordinateurs, mais une histoire, dites-vous. On sait votre passion et la réflexion que vous menez autour de l'informatique, des datas, de son utilité. C'est quoi l'idée? C'est que l'intelligence artificielle, puisque c'est de ça dont on va parler, quelle est sa raison d'être exactement? C'est né d'où tout ça? C'est né il y a très longtemps. Donc il y avait Platon, le mathématicien. Déjà. Et Aristote, le logicien, qui tous les deux ont une approche du monde, l'un avec des chiffres, l'autre avec des concepts. Deux approches qu'on a essayé de fusionner, ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Gödel a montré que c'était impossible. Aujourd'hui, on sait que ce ne sera jamais le cas. Mais donc, l'histoire est très ancienne. Bien avant le premier ordinateur, on pensait déjà à modéliser la pensée. Aristote, il avait déjà un modèle à 3 étoiles ou à 3 étapes. Donc, le concept, la proposition, le raisonnement. Donc, le tout premier il a construit ça, effectivement. Ah ben oui, le tout premier algorithme, la toute première modélisation de la pensée, c'est Aristote. Mais quand même, on modélise la pensée. Là, on voit bien évidemment l'idée d'avoir une discussion concrète, intelligible, argumentée. Donc ça, on le comprend. Mais l'ordinateur, c'est autre chose. Ça concentre. Enfin, la philosophie de l'intelligence artificielle, c'est de concentrer la pensée humaine. Peut-être qu'il manque de philosophie de l'intelligence artificielle. Ah oui, il n'y en a pas. Voilà, il y en a peu. Et je dirais, et ça manque. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Et l'essence même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Bon, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, c'est normal que les lunettes, ça permet de voir mieux. Et bien, c'est normal que l'ordinateur puisse pousser l'homme plus loin. Mais ça n'empêche, ça ne lui enlève pas le rôle d'outil. Et il reste, je dirais, finalement, la question, qui programme qui ? Est-ce que c'est l'homme qui programme la machine ou la machine qui programme l'homme? À ça, il y a une réponse éthique. C'est l'homme qui programme la machine. Mais d'un point de vue concret, Luc, c'est évident. Enfin, je veux dire, pas tant que ça. C'est-à-dire, quand je lis les journaux, parfois, je crois qu'il y a des gens qui se trompent un petit peu. On arrive à des concepts comme la guerre des intelligences. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme si l'homme se bat avec son outil. Non, un outil ne se bat pas avec l'homme. On est responsable de ce qu'on fait. Mais globalement, c'est un objet neutre, l'ordinateur. Il ne sait pas. Il n'est pas doté de conscience. Il n'a pas de vision philosophique ou d'inconscient. On est bien d'accord. J'ai très peur du mot neutre, parce que beaucoup de gens disent c'est un outil, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre. Oui, moi non, c'est bon et mauvais. Parce que si vous dites ni, vous affranchissez. Non, l'ordinateur est bon et mauvais. Ça permet la plus belle et les plus horribles des choses. Et en même temps. Et, c'est la logique du et. Et donc, qui met directement l'homme devant ses responsabilités. Je fais quoi? Mais l'intelligence, c'est devenu un sujet d'étude il y a 2 siècles. Pour la première fois, on s'est dit, tiens, comment ça marche là-dedans? Mais il y a 200 ans, c'était très connoté génie, génétique, eugénisme. Il y a 200 ans. Sélection, améliorer la race, etc. C'est le moment du quotient intellectuel, etc. C'était pas très, très sain. Après la guerre, bonne nouvelle. Théorie des intelligences multiples. Et il y a eu de multiples théories d'intelligence multiples. Et formidable. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui? À cause de la technologie, on remet intelligence au singulier. Pourquoi? Où sont toutes les autres? L'intelligence émotionnelle, relationnelle, artistique, etc. Je crois que l'intelligence artificielle va remplacer celle qui avait le monopole il y a 200 ans, où on croyait qu'être intelligent, c'était être bon en maths. Vous dites l'intelligence, c'est quand même l'aptitude à pouvoir gérer ses aptitudes. Donc vous faites référence à 16 intelligences. Voilà, exactement. Je crois que nous avons tous... Voilà, c'est pas au même état. Il n'y a pas une intelligence. Non. Il y a toute forme d'intelligence. Il y a quelqu'un qui sait faire rire. C'est une forme d'intelligence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'intelligence. Tiens, c'est le moment où je vais faire rire. C'est à l'étage du dessus. Il faut être drôle au bon moment. Eh bien, ça, c'est l'intelligence pour moi, telle qu'on l'a définie. C'est à l'étage du dessus. J'ai des capacités. Eh bien, j'utilise celle-là maintenant et celle-là tout à l'heure. On va parler du second degré. Parce que le second degré, c'est une forme d'humour, voire même le troisième, qui est une forme d'intelligence, pratiquée par les Belges en particulier. Le troisième, voire même le 4e degré chez les Belges. Je crois que là, on est imbattable. Vous êtes imbattable. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, dans la philosophie même de cette intelligence artificielle, lorsqu'on a créé cette machine,
Quel était notre dessein? Parce que vous évoquiez la métaphore des lunettes, c'est vrai qu'on porte des lunettes pour mieux voir. Voilà. C'était pour mieux faire quoi, cette intelligence artificielle? Parce qu'après tout, notre intelligence nous aidait bien toute seule. Notre cerveau était très bien. Oui, mais c'est une aide. Moi, je mettrais intelligence avec un pronom une. On ne devrait pas parler de l'intelligence, mais une intelligence. Bien sûr. Je suis dentiste, je me fais aider d'une intelligence artificielle. Je suis juge, je suis professeur, je suis tout ce que vous voulez. Je me fais aider d'une intelligence artificielle. C'est réduire les erreurs, c'est réduire la subjectivité. Oui, bien sûr, un petit peu de contradiction aussi. Bon, imaginez un juge qui est en charge des libérations anticipées des condamnés. Donc, bon, il est angoissé par les récidives. C'est son obsession, sans doute. Je libère pas, oh là là. Exact. Imaginez un ordinateur qui a 50 ans d'histoire, compiler toute cette data. Compiler toutes ces datas. Il a en lui quelque chose que l'homme n'a pas. Le juge, le soir, il est fatigué, le matin, il n'est pas fatigué, etc. Et donc, s'il se confronte avec le logiciel, il va certainement être un meilleur juge. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va déléguer à la machine la responsabilité, oui ou non, de la libération anticipée. Alors, il y a un débat, parce que vous évoquez le débat de la créativité de l'ordinateur. Oui. Effectivement, il ne peut pas être créatif. Enfin, vous considérez qu'il ne peut pas? Non, je définis la créativité comme la capacité de sortir de son propre programme. Donc, s'il le fait, c'est qu'il a été programmé pour. Donc, non. On est d'accord, parce qu'un homme l'a autorisé dans un programme à sortir. Il lui a mis les conditions de départ. Parce que j'allais évoquer les métaverses dont on parle beaucoup, et j'imagine que c'est un sujet pour vous de recherche et d'études, qui est en train de devenir une sorte d'espace virtuel de créativité, d'inventivité. Disons, il y en a plusieurs d'abord. Je ne crois pas qu'il y a un métavers. Je crois que les gros vont chacun construire le leur. C'est certainement un espace qui donne des tas de possibilités, mais il y a deux limites pour moi infranchissables. La créativité, c'est une impossibilité technique. Un ordinateur, quel qu'il soit, ne peut pas sortir de lui-même. Et l'autre, responsabilité éthique, c'est l'histoire du juge. On ne délègue pas à une machine ce qui fait notre humanité. Alors, Luc de Brabander, la dernière question, elle est très juridique, parce que au-delà de son aspect philosophique, elle pose des questions pratiques, d'application pratique. Parce que l'ordinateur ne peut être responsable. D'accord. Oui. Donc c'est une décision éthique que l'on va prendre. Mais je le resitue dans un contexte très concret. On évoque, et c'est aujourd'hui à l'étude, ces fameux Google Cars, ou ces outils de déplacement non gérés par l'homme. Oui. On est exactement dans ce problème. On accusera l'ordinateur, mais derrière on accusera l'homme qui l'a fait. Mais bien sûr. Et commençons par appeler les choses par leur nom. Quand on dit voiture autonome, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi peu autonome qu'une voiture qu'on appelle autonome. C'est une voiture qui dépend de capteurs, de trucs, d'antennes, de radars, de logiciels. En fait, on devrait dire une voiture automatique. Eh bien, rien que l'appeler comme ça, ce serait déjà le début un peu de la sagesse. Donc ça veut dire, en fait, quand même dans votre discours de philosophe, et là je m'adresse aux philosophes, on se joue de mots quand même beaucoup. Une intelligence, vous parlez des intelligences. Voilà. On ne dit pas autonome, on dit automatique. Quand on dit, est-ce que vous êtes connecté, mais connecté à quoi? Bon, et si vous dites on est en temps réel, et le temps avant, il était comment, etc. Bon. C'est passionnant. En tout cas, c'est un sujet, j'imagine, pour vous, de recherche presque infinie. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et en fait, j'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé comme informaticien il y a 50 ans. Mon tout premier job, c'était ça. Et on parlait déjà d'intelligence artificielle. C'est un peu disparu, mais c'était déjà le sujet. Donc voilà, il m'accompagnera jusqu'au bout. C'est des sujets qui vont vous accompagner avec quand même des angoisses existentielles pour nous, les humains, des voix. La fabrication de voix artificielles qui ressemblent aux nôtres, des capacités de pouvoir réagir aux émotions. Exactement. Mais donc là, on frôle quand même des dangers quand même. Eh bien, c'est un très bon exemple. Le problème n'est pas technique. Les voix, vous en parlez. C'est vrai qu'aujourd'hui, un ordinateur peut imiter les voix, même l'accent belge. Il peut être parfait. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des chatbots. Vous téléphonez à la banque et en fait, c'est pas quelqu'un, c'est une machine qui vous répond. Tout à fait. Eh bien, je trouve qu'il y a une loi qui devrait dire toutes les 30 secondes, attention madame ou monsieur, je suis une machine. Parce que sinon, on peut tromper les gens. Quelqu'un d'un peu naïf. Je suis assez d'accord. Bon, eh bien, on pourrait très bien, et c'est une loi non technique, c'est une loi éthique, toutes les 30 secondes, le chatbot dit « je suis une machine ». Pour bien prévenir la personne qu'en face, on a une machine qui a été programmée. Et ça, c'est pas une décision technique, c'est une décision de vie ensemble, de société, de politique. Oui, le mot éthique revient quand même beaucoup dans ce débat autour de l'intelligence artificielle. Merci Luc de Brabander. J'espère avoir bien prononcé le titre « Homo Informatics », écrit donc par Luc de Brabander, essai aux éditions Le Pommier. Le Pommier de Michel Serres. Absolument. Une très belle maison d'édition. Merci de nous avoir rendu visite, Luc de Brabander. On fait une petite pause parce que ça, c'est pas un sujet qui fait référence à l'intelligence artificielle, mais au quotidien des Français, encore que l'intelligence artificielle est partout. On va parler du pouvoir d'achat avec les mots de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui, à peine nommé, commence déjà à évoquer auprès du patronat français l'idée qu'il va falloir augmenter les salaires.
Est-ce la fin du quoi qu'il en coûte? On va faire un point évidemment, parce que l'inflation pendant ce temps-là, elle galope. On en parle dans le cercle RH juste après la pause.